Alice Dupuis a eu la gentillesse, chef de projet lutte contre les maltraitances et démarche de réflexion éthique pour l'association des petits frères des pauvres, de venir un peu au pied levé. Donc les acteurs associatifs, on le sait, ont un rôle prégnant auprès des personnes précaires, et cela depuis longtemps. Et les actions, les rapports, les mobilisations des petits frères des pauvres ne peuvent que le conforter. Vous, dans les rapports annuels, dans toutes les actions que les petits frères des pauvres mènent, on voit en fait le rôle de référence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement, on est finalement dans ce tiers, les petits frères des pauvres sont en même temps sur le terrain, donc peuvent observer et en même temps signaler, parce que il y a ce rôle sociétal? Oui, en effet, je pourrais pas dire autre chose que le fait que les petits frères des pauvres sont une référence, c'est sûr, et effectivement pour ces raisons-là, parce qu'il y a à la fois l'ADN de l'association qui est l'accompagnement sur le terrain par des bénévoles, et en effet une mission plus politique, plus plaidoyer, mais à vrai dire pour laquelle je ne suis pas du tout là aujourd'hui. Voilà. Donc j'étais censée intervenir juste pour apporter un éclairage terrain de 10 minutes à la base à la suite de l'intervention de Noam Léandri qui du coup n'est pas là. Voilà. C'est pas grave, je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments sur ce que j'ai compris des enjeux de ce thème sur les tiers et du coup la partie tiers associatif. Donc j'ai pas besoin de me présenter parce que Lydie l'a fait pour moi, mais je peux quand même le refaire juste pour situer où je travaille. Donc chez les petits frères des pauvres, je suis en charge de toute la lutte contre la maltraitance et la démarche éthique au sein des petits frères. Voilà, donc moi je travaille au siège national qui est à Paris dans le 11e, mais, et je le redirai plus tard, l'association des petits frères a une organisation régionale sur laquelle vont intervenir nos bénévoles, et c'est bien là, je le répète, l'ADN de l'association des petits frères des pauvres. Alors, quand Élodie Durand m'a donné le thème de la matinée, j'ai essayé de trouver une interrogation parce que ça m'a un peu perturbé cette histoire de tiers, parce que je me suis dit, mais chez nous, c'est qui le tiers au final? Est-ce que c'est l'association ou est-ce que c'est les bénévoles? Puisque c'est vraiment sur eux que repose l'action. Donc je me suis dit, en fait, c'est les deux. C'est les deux, et la question, pour moi en tout cas, c'est de savoir comment notre association, ce collectif, ce tiers de confiance associatif, quelque part, vient au soutien des bénévoles, qui sont les personnes accompagnant des personnes susceptibles d'être victimes de maltraitance. Donc ces deux niveaux de tiers de confiance, l'idée c'est qu'ils apprennent, grâce à notre organisation, à parler que d'une seule voix, pour venir au soutien des plus fragiles. Donc, juste quelques mots sur le cadre d'action des petits frères des pauvres, avant d'essayer de vous parler un peu de comment ça se passe pour les bénévoles, comment cet agir individuel devient un agir collectif, et puis comment on traite concrètement les situations de maltraitance chez les petits frères des pauvres. Donc pour voilà, avoir une idée un peu plus macro de ce qu'on fait, nous, donc, vous l'avez compris, l'association des petits frères des pauvres, c'est une association d'accompagnement qui s'appuie sur l'engagement des bénévoles. Cette action, elle repose chez nous sur plusieurs textes, comme dans toutes les associations de ce type-là. C'est un socle institutionnel qui va comprendre des principes, des repères d'action qui vont fonder toutes nos actions, y compris celle de la lutte contre la maltraitance. Donc on y retrouve notre charte, nos principes fondamentaux, notre note argent et accompagnement, très importante. Ce sont tous ces textes qui vont permettre à la fois de garantir que l'accompagnement qu'on va faire sur le terrain est un projet concerté qui va chercher à associer les partenaires, les proches, évidemment la personne accompagnée. Et puis ça permet aussi justement, finalement, aux petits frères des pauvres de parler que d'une seule voix, une seule et même voix, avec les mêmes textes de référence, avec les mêmes valeurs de référence. Et c'est la voix du coup d'un tiers de confiance. Alors, par rapport aux bénévoles, qui sont donc ceux qui accompagnent au quotidien les personnes qui vont les visiter chez elles, ils tissent forcément une relation de confiance avec ces personnes-là, une confiance interpersonnelle. Ils sont formés à l'accompagnement. D'abord, c'est la première chose à dire. Les bénévoles, ils suivent des formations sur plein de thèmes, comme l'écoute, comme
la relation d'accompagnement, la connaissance des publics. Et puis, sur les questions de maltraitance, ils sont aussi possiblement formés ou sensibilisés à tout ce qui relève notamment du repérage. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile avec les outils qu'on a. D'abord, la loi de 2002 qui a donné quand même un cadre réglementaire à la notion de maltraitance. Et puis, les très récentes recommandations de la HAS qui sont quand même vraiment intéressantes comme outil à utiliser, notamment pour sensibiliser au repérage des facteurs de risque, des signaux d'alerte, des moments sensibles. Alors pourquoi ce sont des tiers de confiance, ces bénévoles ? Parce que d'abord, ils sont évidemment dans une relation d'accompagnement avec la personne et ils sont à ce titre un réceptacle des attentes, des désirs, des interrogations. Pour reprendre ce qu'on dit ce matin à la fois Elisabeth Leprel et aussi Éric Martinon, ils intègrent le huis clos. Alors, ils l'intègrent pas, mais en tout cas, ils sont très proches de ce huis clos. Donc, ils sont soit proches pour l'observer, soit proches pour le casser, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose ici qui m'a interpellée dans ce qu'ils ont dit. Ils sont finalement des proches, ils deviennent des proches. Et par rapport aux situations complexes, ils ont une mission qu'ils connaissent parce qu'ils signent une lettre d'engagement, qui est la mission d'alerter et de témoigner. Et au titre de cette mission, eh bien, ils deviennent un tiers très précieux dans l'accompagnement. Ils sont vraiment le témoin du parcours de vie et à ce titre, ils deviennent nécessairement un tiers de confiance. Du coup, ce bénévole, il n'est pas tout seul, évidemment. Il y a autour de lui toute une organisation et c'est ça qui va faire un peu glisser de l'idée d'un tiers de confiance individuel au tiers de confiance collectif. D'abord par l'organisation que nous avons sur le terrain, puisque les bénévoles interviennent au sein d'équipes qui sont organisées par région, qu'on appelle chez nous des fraternités, dans lesquelles il y a donc des équipes de bénévoles qui sont en général assistées par des salariés, des coordinateurs de développement social. Et puis après, il y a des conseils de région, il y a un directeur de région qui est salarié, il y a un président de région qui est bénévole. Vous voyez, c'est toute une organisation régionale qui se fait entre bénévoles et salariés et c'est très 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 important pour nous qu'il y ait les deux voix qui puissent être entendues à cette organisation. Donc ces équipes sont organisées, elles sont appelées des équipes d'action territoriale. Il y en a des, on va dire, généralistes qui vont donc accompagner des personnes âgées, isolées, le plus souvent en situation de précarité, chez elles. Nous avons aussi des équipes plus spécifiques, un type d'équipe qui s'appelle Aller vers le logement, donc qui travaille plus sur des questions de logement, et des équipes qui s'appellent AMFV, c'est l'accompagnement des personnes malades et en fin de vie. Les bénévoles sur la partie vraiment qui nous intéresse ici, donc sur la lutte contre la maltraitance, sont aussi assistés, on va dire, par un dispositif interne d'aide au traitement des situations qui a un leitmotiv, c'est celui de ne pas rester seul. Et ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'on essaye de dire et de porter et de faire valoir le plus possible. Donc, ce dispositif d'aide, il s'incarne au travers une cellule qu'on appelle la cellule d'appui maltraitance, dont je suis responsable et qui peut être sollicitée pour venir en soutien aux équipes sur le terrain. Alors, on ne fait jamais à la place d'eux. On ne va jamais intervenir en lieu et place, c'est très important de le rappeler, mais par contre, on va soutenir les équipes pour qu'elles arrivent à débrouiller les situations. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, on peut être sollicité pour toute situation préoccupante, mais aussi parfois juste pour prendre du recul, ou clarifier des enjeux, ou donner une méthode dans le traitement de la situation, une aide concrète parfois. Notre cadre de référence, c'est le même que celui de toute l'association, donc c'est les mêmes textes socles, avec peut-être, on insiste un peu plus sur la notion de confidentialité, de discrétion, et puis la mission sociale des petits frères, accompagner, agir collectivement et témoigner, alerter. Donc concrètement, excusez-moi, comment ça se passe pour les situations ? En général, on est sollicité par un coordinateur de développement social ou directement des bénévoles parce que sur le terrain, il y a une situation qui perturbe l'accompagnement, qui vient un peu... voilà. Soit c'est avéré tout de suite, on l'a vu, on l'a observé, soit on suspecte qu'il y ait quelque chose de pas très clair. Donc évidemment, on le sait, la maltraitance est très protéiforme, ça peut être... n'importe quel type de maltraitance et puis ça peut être n'importe quel type d'auteur de maltraitance et voilà,
à partir du moment où une situation nous revient, nous, on est là pour soutenir les équipes. Sachant qu'on va aussi s'occuper de situations de personnes qui ne sont pas accompagnées par les petits frères. Ça arrive assez souvent qu'on nous appelle parce qu'on a entendu parler de la cellule d'appui maltraitance et qu'on se dit c'est une porte d'entrée. Et donc, comme ça a été dit ce matin, toutes les portes d'entrée sont bonnes à prendre. Donc, jamais on laisse sur le carreau une situation qui arrive, même si elle n'est pas à propos d'une personne accompagnée par les petits frères. Donc concrètement, on organise une réunion avec tous les parties prenantes de la situation pour essayer de... D'abord, on va écouter, on va analyser, et puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on détricote. C'est-à-dire qu'on va essayer de ranger d'un côté le purement factuel, et puis on va ranger de l'autre côté les projections émotionnelles. J'ai dit ranger de côté, ça veut pas dire on s'en charge pas, on n'en fait pas fi. Ça veut dire que si on veut traiter la situation, il faut en revenir aux faits, et purement aux faits. Parce que c'est qu'à partir de là qu'on va pouvoir vraiment agir et faire quelque chose. Ensuite, on va co-élaborer un plan d'action qui va, en fait, ce sont des recommandations qu'on va mettre en place, que l'équipe va mettre en place avec notre soutien au niveau du terrain. Donc ça peut être des recommandations en interne, par exemple, on peut arrêter un accompagnement ou au contraire l'augmenter ou le modifier, changer de bénévole. Ça peut être ça. Ça peut être proposer un appui psychologique pour les bénévoles aussi, parce que parfois c'est très lourd à porter. Ça peut être une mise à l'abri. Ça peut être juste réunir les gens, les parties prenantes de la situation pour justement essayer de réfléchir d'un point de vue éthique aux situations. Et si je rejoins complètement Sophie Muglia sur le fait que l'éthique n'apporte jamais de solution et ne pose que des questions, surtout l'éthique avec les 4 principes que l'on connaît, je trouve moi qu'à partir du moment où on met autour de la table des personnes pour réfléchir à partir de nos principes sur les situations, ça fait quand même avancer les choses. Alors c'est pas une solution, mais c'est vrai que souvent la solution elle vient aussi du fait de se poser les questions. Je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, dans les recommandations qu'on peut faire, il y a aussi des recommandations externes qui vont être l'appel à une aide à domicile ou du soin à domicile, aux partenaires sociaux de manière générale pour qu'ils viennent aussi assister la personne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, dans les situations les plus problématiques, on peut avoir des liens aussi avec les mandataires quand il y en a un. Et ça peut aller jusqu'à des lettres de signalement, soit au juge du contentieux de la protection pour les personnes qui sont sous protection juridique, soit au procureur de la République. Et puis, évidemment, il nous arrive aussi de recommander d'appeler soit le défenseur des droits, soit la Fédération 3977, souvent pour des situations sur lesquelles on n'est pas... c'est pas des personnes accompagnées par les petits frères. Voilà, j'en ai terminé. Je vais peut-être juste dire que cette étape de réflexion m'a interrogée aussi sur le fait que ici, dans notre cas, les petits frères deviennent un tiers de confiance aussi pour leurs bénévoles. Enfin, c'est ce que je souhaite, en tout cas. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Elisabeth Leprel, il me semble, sur le fait que la rupture vient toucher tous les protagonistes dans un huis clos. Et c'est souvent le cas, on le voit bien, nos bénévoles, quand il y a des situations qui se présentent, ils sont eux-mêmes dans une rupture. Voilà. Donc je trouvais que c'était important de le souligner parce que l'action bénévole, c'est vraiment c'est vraiment le cœur de notre action. Voilà. Merci pour ces précisions.